Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour transformer les entreprises? Première chose, la formation. Donc, vous êtes prêts pour la tweeter là? Il faut aller vite. Hein, donc, la formation. Moi, je n'ai pas vu d'entreprise traditionnelle se transformer sans qu'un CEO soit extrêmement volontaire. Donc, quand j'ai fait le baromètre de la mesure de l'agilité digitale du CAC 40, la première société, c'était Schneider. Eh bien, Jean-Pascal Tricoire, c'est clairement quelqu'un qui voit le digital comme la principale opportunité et le principal facteur de transformation de son entreprise. Ce qu'il faut faire pour faire ça, il faut avoir deux temps. Il faut avoir un temps long et un temps court. Le temps long, c'est le temps de la transformation de l'ERP en plateforme. L'ensemble des systèmes d'information passe dans une logique d'exposition unifiée des données. Ça prendra 10 ans. À l'égard d'une société de type CAC 40, ça coûtera des centaines de millions d'euros. Et parce qu'on ne peut pas attendre que ce soit fait pour dire on rentre dans la révolution digitale, au risque de décourager l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, il faut dans le même temps avoir un temps court, le temps des quick wins, le temps des hackathons, le temps des petites expérimentations sur mobile, le temps de la formation sur des notions qui sont relativement verticales et qui vont permettre aux gens de concrètement voir la nature de la révolution digitale. Donc ces deux temps sont absolument fondamentaux. Et puis, il faut avoir une culture de l'ouverture. Donc je crois que même si on a un modèle de société, par exemple dans le domaine de la chimie, qui repose sur la propriété intellectuelle, eh bien, il faut être capable d'ouvrir la société sur la multitude. Ça peut être une multitude interne, qui permet à des gens qui ne sont pas forcément des innovateurs de rentrer dans des processus nouveaux. Et ça peut être une ouverture sur des stakeholders qui sont de différentes natures à l'extérieur de la société. Ça peut être les gens qui conduisent les voitures, qui créent de la donnée, donc d'une certaine manière des acteurs passifs, mais ça peut être aussi des gens qui participent à des hackathons et qui permettent d'introduire de l'innovation de rupture dans la société. Et puis, il faut créer une culture de la data, et ça, je crois que c'est tout à fait important. La data, c'est quelque chose qui effraie les gens. On se dit, je ne suis pas data scientist, mais permettre de visualiser la donnée, c'est une façon de montrer que la data n'est pas quelque chose de magique et qu'on peut avoir des KPI qui sont partagés. Alors, il faut faire attention à l'abus de KPI, mais ça permet aussi d'aligner les gens sur un certain nombre d'objectifs et de leur permettre de faire un premier pas dans l'incorporation, dans leur culture de la donnée. Et puis, enfin, et je crois que ça c'est tout à fait important, il faut éviter de se retrouver dans la logique où il y a les anciens contre les modernes. Et je crois que je n'ai pas rencontré une seule société où la culture d'entreprise n'avait pas aussi une notion d'actif, une notion de goodwill. C'est-à-dire qu'il faut être capable de dire on doit évoluer de façon extrêmement forte, mais on va évoluer à partir de notre métier. Même si on va faire des ruptures de business model, le métier qu'on a aujourd'hui, c'est ça qui nous permet d'avoir une culture d'entreprise. Et c'est là-dessus, sur finalement une notion qui est plus une notion, encore une fois, anthropologique, une notion de valeur, qu'on est capable de motiver les collaborateurs. Et ça, je l'ai vu à l'œuvre dans plusieurs entreprises. Je pense que ça mérite d'être dit également. Alors, pareil, on va aller très très vite. On va parler d'enjeux éthiques. Alors, vous savez que... comment s'appelle ce garçon? Hawkins. Voilà. Hawkins... J'ai vu la présentation avant. Hein. Merci. Hawkins a déclaré il y a 1 an et demi, on devrait se poser la question du risque qui est inhérent à l'émergence de l'intelligence artificielle. Et ce n'est pas le seul. Beaucoup d'acteurs, et notamment des très emblématiques de la Silicon Valley, nous ont interpellés là-dessus. Et je pense que c'est effectivement un enjeu qui est tout à fait important. Tout à l'heure, on m'a posé la question de savoir le risque de conformation des sociétés. C'est un risque que vous vivez tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez moins besoin de votre mémoire qu'auparavant. Donc, finalement, le numérique nous a déjà conformés en nous faisant perdre la mémoire. Et puis, il a développé notre capacité à être beaucoup plus multitâche, puisqu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont en train de m'écouter en faisant des tweets en même temps. Je ne les félicite pas. Mais d'une façon générale, c'est vrai. Et au-delà de ça, les learning machines sont capables d'induire des phénomènes de boucle chez nous. Alors ici, j'ai mis les lunettes de Google, parce que tout à l'heure, je vous parlais de capteurs de glycémie. On peut très bien imaginer qu'il y a un capteur qui dise finalement, votre glycémie est en train de tomber, et il y a un learning machine qui vous dit, tiens, écoute, tu as faim, à la prochaine à droite, il y a un McDonald's, si tu y vas, je te fais une réduction de 40 centimes. Voilà, donc ça, c'est un learning machine. C'en est un, et vous pouvez en mettre absolument partout. Et ça, finalement, ce sont des choses qui conforment les sociétés et qui font qu'elles agissent toutes pareilles
et que finalement, il y a une unité beaucoup plus importante dans la façon dont on réfléchit, dans la façon dont on agit. C'est une sorte de virus collectif sur la façon dont on réfléchit, et c'est quelque chose sur lequel on devrait s'interroger parce que c'est en train d'accélérer de façon extrêmement forte. Auparavant, on appelait ça l'occidentalisme, c'est-à-dire la façon de vivre à l'occidental, et maintenant, je pense qu'on peut appeler ça éventuellement une façon de vivre numérique qui est importante. L'autre notion, on l'a évoqué au travers des débats, c'est le risque de totalitarisme, soit des États, soit des entreprises. C'est un risque qui est avéré et qui me semble-t-il, nous pousse à faire en sorte qu'on ait des régulateurs qui soient forts, mais qu'on ait aussi une conscience citoyenne de ces enjeux, et une conscience qui soit non manichéenne. C'est ni tout blanc, ni tout noir. On a des opportunités extraordinaires, on en a parlé dans cette conférence au travers du numérique, et on a des risques qui sont importants, et c'est aux citoyens de se mobiliser pour faire en sorte qu'on ait une réflexion collective et politique à l'égard de ces notions-là. Donc ça, je viens d'en parler. Ce qu'il faut comprendre, et pourquoi tout à l'heure j'ai dit que je crois qu'on rentre réellement maintenant dans une accélération du temps. Donc, je vous ai parlé effectivement de ce point d'inflexion en nombre de personnes qui sont connectées. Pour moi, il y a un symbole qui est assez fort et qui rejoint ce qui s'est passé finalement il y a 200 ans, quand on a eu le moment de caractérisation de la première révolution industrielle. Selon les économistes, la première révolution industrielle, son marqueur, c'est 1800. 1800, l'Europe se convertit, à différents temps d'ailleurs, à la première révolution industrielle. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'aussi bien la common law dans le Royaume-Uni que l'apparition du Code civil, c'est 1804. La common law, elle a été modernisée, elle existait au préalable, mais elle était très massivement modernisée à peu près dans ce moment-là. Donc c'est le marqueur c'est le droit. Et en fait, ce qui est encore plus intéressant, c'est d'observer qu'en 1880, deuxième révolution industrielle, et on voit l'apparition des droits sociaux. Donc l'école publique, les premières régulations à l'égard de la durée du travail. Et moi, je ne suis pas insensible au fait que, finalement, en Europe, on va avoir à l'automne une loi extrêmement structurelle, tellement structurelle que, à la fois, l'Asie et les États-Unis observent cette loi avec beaucoup d'intérêt, d'un point de vue politique, et qui est le règlement européen des données. Et moi, je crois que, finalement, cette révolution, elle va commencer maintenant. Elle va commencer maintenant, elle vient de commencer, elle va accélérer, qu'on n'a pas encore idée de la puissance de cette révolution. Alors, une notion que ça évoque, et que j'évoque largement dans le petit opus que vous pouvez télécharger sur le site de l'Institut Montaigne, j'en ai 4 exemplaires ici, donc vous pouvez vous les partager, mais ça va être compliqué. Big Data et objets connectés, faire de la France un champion de la révolution numérique. Voilà, donc c'est l'idée que, entre autres choses, les API sont un bon point sur lequel on peut asseoir le droit, c'est-à-dire avoir des droits simples et compréhensibles par les citoyens, les consommateurs. Et je crois que cette notion est une notion qui va être amenée à se développer, y compris d'ailleurs dans le règlement européen. Donc j'en ai parlé tout à l'heure. Une des questions que ça pose, c'est celle de l'élasticité sociale. C'est-à-dire que quand on sera capable de tout détecter, qu'est-ce qu'on va tolérer comme norme sociale? C'est-à-dire, est-ce qu'on va dire, finalement, lui, il n'a pas fait, il s'alimente pas bien, donc on ne va pas lui rembourser le même niveau de sécurité sociale. Ça, c'est un des risques qui est tout à fait caractéristique de ce potentiel de la donnée. Et est-ce qu'on va accroître la norme sociale? Est-ce qu'on va la diminuer? Ça, c'est une vraie question. Et puis, j'en ai parlé également, le fait qu'on puisse interagir par les plateformes numériques, qu'on puisse échanger, qu'on puisse décider, ça, c'est quelque chose qui aura un impact à moyen terme sur le fonctionnement des institutions démocratiques, j'en ai aucun doute. Et puis, enfin, j'en ai également parlé, la corrélation, la causalité, la perte de sens, ça, c'est également quelque chose sur lequel on doit se poser des questions. Voilà, j'ai fini. Dernier slide, on peut repasser aux questions.